Site de déplacés de Goni Kachalari, à Maïdougouri. Environ 340 familles vivent dans ce campement. Elles ont toutes dû fuir leur village et tentent de survivre ici. Les hommes de Boko Haram nous ont forcés à quitter Mafa. Quand ils sont entrés dans la ville, ils ont tout brûlé et on a dû fuir. On est arrivé à pied à Maïdougouri. Avant notre fuite, on a été menacés. Ils ont pris notre argent et nos motos. Les hommes ont fui en premier et les femmes les ont rejoints. Tout ce que nous avons laissé derrière nous est perdu. Comme cette femme, la plupart des déplacés n'ont rien pour survivre. Et dans cette ville, les prix des aliments de base ont explosé. L'insécurité sur les routes rend difficile le commerce avec les pays voisins et les producteurs locaux sont eux aussi touchés par la violence. Tous les agriculteurs de la région sont à Maïdougouri. Ils ne peuvent pas cultiver leurs terres à cause de l'insécurité. On doit acheter le riz produit dans d'autres régions. Mendier, vendre du bois, et quand l'argent vient à manquer, la seule solution pour se nourrir est d'attendre les distributions des organisations d'aide, mais elles ne suffisent pas. On ne reçoit de la nourriture qu'une fois par mois, et encore, on nous donne seulement 3 assiettes. En une semaine, c'est terminé. Ceux qui ne vivent pas dans les camps, mais sont accueillis au sein de la population, représentent l'essentiel des déplacés. Ils ne reçoivent aucune aide. On estime qu'il y a 1,4 million de déplacés à Maïdougouri. Il y en a environ 150 000 qui vivent dans les camps de déplacés. Donc il y a plus d'1 million de personnes déplacées à Maïdougouri qui vivent dans des campements de fortune au sein de la population, là où ils peuvent. C'est difficile d'atteindre ces gens parce qu'on ne les voit pas. MSF a donc commencé à organiser des distributions de nourriture dans certains camps de Maïdougouri, comme ici, à Faria. Ici, dans le camp de Faria, on fait une distribution de nourriture ciblée. Il y a 25 kg de mil, 5 kg d'haricots, 5 litres d'huile. C'est pour les familles qui ont des enfants de moins de 5 ans. Ce sont les plus vulnérables. C'est une ration de nourriture supplémentaire pour les aider à tenir jusqu'au mois prochain. Depuis le début de leur intervention dans l'état de Borno, les équipes MSF constatent des taux de malnutrition alarmants. Première victime, les enfants de moins de 5 ans, les plus vulnérables. Mais, plus inhabituel, des enfants plus âgés et même des adolescents sont aussi touchés et soignés dans les centres de nutrition thérapeutique. Comme des dizaines de milliers de personnes, Elisabeth s'est réfugiée dans le camp de protection de Malakal en 2013, quand le conflit a éclaté. Alors que la violence fait rage au dehors, le camp est censé leur offrir un espace de sécurité. À chaque fois que vous quittez le camp de protection des civils, vous savez que vous êtes en danger. Vous pouvez mourir, être violé ou battu. Alors quand vous rentrez et que les portes du camp s'ouvrent, vous remerciez Dieu. Mais en février 2016, une attaque brutale a eu lieu à l'intérieur même du camp que les soldats des Nations Unies n'ont pas pu empêcher. Des dizaines de personnes ont été tuées et plus de 100 personnes blessées. Sans alternative, de nombreux déplacés sont restés dans le camp. Ce qui me rend le plus triste, c'est ces enfants. Ils ne vont pas à l'école. Alors quel sera notre avenir? Qui sera médecin? Qui sera enseignant? Qui pourra bâtir notre futur? Elisabeth travaille comme infirmière superviseuse dans l'hôpital MSF du camp. Le reste du temps, elle se partage cet abri avec ses frères et leurs enfants. Au total, ils vivent à 13 et certains doivent dormir par terre. Pour se nourrir, ils se partagent chaque mois ce sac de sorgho. La crise dure depuis plus d'1 an et la situation ne fait qu'empirer en Tanzanie.
Chaque mois, 10 000 réfugiés burundais franchissent la frontière. À leur arrivée, ils sont envoyés dans un camp déjà plein. Avant que ne leur soit allouée une tente familiale, ils sont hébergés sous des abris communs à près de 200. MSF intervient en ce qui concerne la santé, mais il y a l'eau, les abris. Les conséquences, si rien ne change et que plus de réfugiés arrivent, seront désastreuses. Il faut que la communauté internationale s'engage et agisse avant que le désastre ne se produise. À Nduta, MSF gère un hôpital de 110 lits. Mais le rythme des nouvelles arrivées, la promiscuité, le manque d'assistance et la saison des pluies sont autant de facteurs qui font redouter aux équipes une aggravation de la situation sanitaire. Prenez un moustique, l'anophèle, et un parasite, le plasmodium. Vous avez devant vous une arme de destruction massive. Pourtant, on pourrait dire que les choses vont mieux. On estime que plus de 6,2 millions de décès liés au paludisme ont été évités entre 2000 et 2015 grâce à d'importants investissements économiques. Mais beaucoup reste encore à faire. 5 éléments de la lutte contre la maladie sont aujourd'hui particulièrement importants. En premier lieu, les perturbations climatiques. Des saisons des pluies plus longues et plus intenses sont généralement synonymes d'augmentation des cas de paludisme. Cela peut contribuer à expliquer des pics particulièrement aigus de la maladie, comme ceux en République démocratique du Congo ou en Ouganda en 2014 et 2015, 2 années pendant lesquelles le phénomène El Niño a joué un rôle principal dans l'augmentation des cas en Afrique subsaharienne. Deuxième défi, la résistance des moustiques aux insecticides. Un des axes du contrôle du paludisme est la lutte contre les moustiques vecteurs, par exemple la protection individuelle par des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, la moitié de la population africaine possède une moustiquaire. Mais leur efficacité est en train de diminuer car le moustique s'adapte aux insecticides. Il devient ainsi important de lutter aussi en amont, en détruisant les larves et en contrôlant la propagation du moustique. Ainsi, au Tchad, MSF a lancé cette année une opération de pulvérisation d'insecticides dans la région de Moïsala qui vise 22 000 maisons. Troisième aspect de la lutte contre le paludisme, la chimioprévention. La chimioprévention consiste à distribuer ponctuellement des traitements antipaludéens à certains groupes de population. Le traitement préventif intermittent permet de réduire jusqu'à 30% les cas de paludisme chez les femmes enceintes et les nourrissons. Pendant la saison de haute transmission du paludisme, la chimioprévention pour les enfants de 3 mois à 5 ans fait, elle, diminuer de 80% les cas de paludisme simple et de 70% les cas sévères. Quatrième aspect, les traitements antipaludéens. Depuis leur généralisation au début des années 2000, les traitements à base d'artémisinine sont venus remplacer des molécules devenues inefficaces. Ils ont permis une baisse spectaculaire des cas de paludisme, ainsi qu'une amélioration de l'observance du traitement complet. Mais on commence à documenter, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, des cas de résistance à cette molécule. Et aucun candidat n'est susceptible de venir la remplacer avant plusieurs années. Cinquième et dernier défi, le vaccin. Véritable graal de la lutte contre la maladie, un vaccin efficace reste pour l'heure hors de portée. Le seul vaccin disponible aujourd'hui a une efficacité limitée contre les formes sévères de la maladie, et il faut l'administrer en 4 doses, avec de longs intervalles, ce qui rend son utilisation sur le terrain quasi impossible. Seule la mise au point d'un vaccin plus efficace, bon marché et facile d'utilisation peut constituer une avancée sérieuse pour le contrôle d'une des plus grandes tueuses infantiles. Pour lutter contre le paludisme, il faut donc prendre en compte ces différents éléments et s'adapter aux différents contextes. En combinant la prise en charge des patients, la lutte contre le moustique et la chimioprévention, ainsi que l'amélioration des conditions de vie, le paludisme a déjà été éliminé de plusieurs pays d'Europe et d'Amérique.
Ce qui me choque aujourd'hui en marchant dans les rues de Paris, c'est de voir que la guerre en Afghanistan n'est pas peut-être reconnue ou comprise, et donc penser qu'on a juste affaire à un phénomène migratoire, alors qu'on a affaire à une population qui fuit une guerre. On voit un phénomène finalement de refus de la communauté internationale qui n'accepte pas finalement la réalité de la guerre aujourd'hui en Afghanistan et qui dit aux Afghans non, vous devez rentrer chez vous parce que ça fait 15 ans qu'on a rétabli un état de droit, une démocratie. Et très clairement, voilà, aujourd'hui je peux pas me voir élever mes enfants en Afghanistan. Donc évidemment qu'aucun Afghan ne peut se sentir en paix pour élever sa famille aujourd'hui en Afghanistan.